Est-ce que vous avez déjà pensé à mener une véritable enquête vous-même? On a tous déjà été frustrés en apprenant qu'un meurtre n'a jamais été résolu et que le tueur est toujours en liberté. Et si parfois on pouvait apporter notre pierre à l'édifice? Eh bien, c'est l'idée que vont avoir David et sa mère dans l'une des 3 histoires qu'on s'apprête à vous raconter ce soir. Mais accrochez-vous, parce que ce qu'ils vont trouver pendant leur enquête va les choquer à vie. Mais bien sûr, avant de découvrir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker, ça fait toujours super plaisir et c'est le meilleur moyen de nous soutenir directement. Merci infiniment de prendre le temps de le faire et maintenant que c'est dit et que c'est fait, on ne vous fait pas patienter plus que ça, entrons maintenant dans la première histoire, celle de Elodie. Bon, on espère que vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo trop tard le soir alors que vous êtes seul chez vous. Enfin, si c'est le cas, dites-le nous en commentaire quand même. Parce que cette histoire qu'on s'apprête à vous raconter est digne d'un véritable film d'horreur. Tout commence pendant les vacances d'été. Elodie, 12 ans, est chez sa grand-mère qui vient tout juste de déménager dans une nouvelle maison. On parle là d'une vieille demeure dans un quartier bien désert où il y a plus de vaches que d'humains, bref, vous visualisez un petit peu le truc. Mais bon, Elodie, elle est quand même ravie de passer du temps avec sa grand-mère. Étant donné qu'elle est en plein déménagement, il y a encore des cartons partout, ce qui est à peu près normal en soi vu que tout n'est pas encore rangé. Bref, les premiers jours passent tranquillement et il n'y a pas énormément de choses à faire. Mais justement, les deux sont sauvées alors qu'elles apprennent l'existence d'une fête organisée par le village. Ça fait déjà un bout de temps qu'elles n'ont fait que de s'ennuyer et déballer des cartons, donc clairement sortir un peu leur fera le plus grand bien. Et elles arrivent finalement à la fête qui n'est vraiment pas très loin de là où elles habitent. On vous le rappelle, elles sont vraiment dans un village qui est tout petit et tout le monde se connaît. Mais très vite, il y a quelque chose qui cloche. Vous savez, le fameux sentiment étrange où vous sentez que quelque chose ne va pas mais vous ne savez pas quoi. Bref, c'est assez minime en soi, surtout qu'il n'y a vraiment pas de raison d'être mal à l'aise à ce moment-là. Elodie fait donc de son mieux pour passer à autre chose. La fête démarre, tout le monde s'amuse, les enfants jouent, il y a de la musique et de la nourriture, c'est vraiment cool. Elodie, qui est encore très jeune, rejoint le groupe d'enfants et s'amuse avec eux. Mais alors qu'elle est en train de jouer, son malaise revient. Elle ne comprend pas du tout pourquoi, mais elle sent à nouveau qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'air. Elle décide donc de s'arrêter de jouer et regarde autour d'elle pour chercher sa grand-mère du regard, et elle ne la trouve pas. Bon, elle est peut-être occupée, rien d'alarmant en soi, mais c'est là qu'elle remarque un homme. Il est seul, habillé tout en noir avec une capuche. Son comportement n'est pas suspect du tout, et pourtant elle sent qu'il est étrange. Il est dans un coin, semble n'attendre personne, il ne parle à personne et pourtant il observe tout le monde. Bon, c'est sans doute juste un mec bizarre, vraiment pas de quoi en faire un drame. Elle n'a pas envie de laisser ce mauvais feeling gâcher sa journée et donc elle passe à autre chose. Et franchement après ça la fête se passe hyper bien, franchement elle kiffe. Tout le monde mange, danse, rigole, même si encore une fois et de temps en temps, Elodie continue d'apercevoir ce gars planté là sans bouger. Ça lui file un peu les jetons mais elle s'efforce de ne pas y penser. Bref, les heures passent et la fête finit par se terminer. Tout le monde commence donc à rentrer chez soi, dont Elodie et sa grand-mère. Elles commencent donc à marcher, on vous le rappelle c'est juste à côté, donc en 5 minutes elles sont arrivées. Mais ces 5 minutes suffisent pour qu'elles aient toutes les deux l'impression que quelqu'un les suit. Bon, est-ce que c'est juste un voisin qui rentre aussi chez lui? C'est pas si sûr parce qu'à chaque fois qu'elles se retournent, il n'y a personne. Bon, ça leur fout la trouille et donc elles pressent le pas pour rentrer chez elles et passent à autre chose. Il est maintenant déjà 20h, la grand-mère d'Elodie est crevée et décide donc de se préparer pour aller se coucher. Et vous allez voir, c'est là que tout commence à devenir vraiment flippant. Alors que le silence est omniprésent dans la maison, elles sont tout d'un coup surprises par un bruit. Ce bruit, c'est celui du portillon de devant qui ne ferme pas à clé. Normalement, il n'est pas du tout censé bouger, mais à ce moment-là, il claque. Le chien de la grand-mère commence à aboyer comme un fou. Vous l'imaginez bien, les deux filles ne sont pas rassurées, elles regardent tout de suite par la fenêtre, mais ne voient rien. Et c'est donc là que la sonnette de la porte d'entrée retentit. La grand-mère demande à sa petite fille d'aller voir à travers le judas, et c'est là qu'elle le voit. Oui, vous l'avez bien entendu deviner, c'est l'homme qu'elle a vu toute la journée dans la fête du village. Tout de suite, c'est la panique totale. En 2 secondes, elle retourne voir sa grand-mère et lui raconte absolument tout. Terrorisée, sa grand-mère lui dit d'aller se cacher le plus vite possible et d'appeler son grand-père. Elodie s'exécute, elle se planque, elle prend son téléphone portable et l'appelle. Malheureusement, c'est la douche froide parce que ce dernier lui dit qu'il est encore au travail et qu'il ne pourra pas rentrer avant 2 heures. C'est là que la grand-mère d'Elodie hésite. En soi, il n'a rien fait pour le moment, peut-être qu'il cherche juste à leur faire peur en fait. Le problème, c'est que la situation s'étale pendant encore 20 minutes. L'homme reste à la porte, puis se déplace autour de la maison comme pour chercher un moyen d'entrer, puis il revient à la porte, ressonne et recommence. Pendant tout ce temps, le chien continue d'aboyer, puis d'un coup, il s'arrête brusquement. Les deux filles espèrent qu'il est parti, mais c'est là qu'elles entendent le bruit d'une fenêtre qui s'ouvre.
Ouais, on est d'accord avec vous, c'est absolument terrifiant. D'ailleurs, c'est la panique totale pour les deux filles. La grand-mère décide d'éteindre toutes les lumières, prend la main de sa petite fille et commence à se cacher dans la maison alors qu'elles entendent l'intrus rentrer dans celle-ci. La situation est plus que tendue, Elodie va tout de suite dans sa chambre et cette fois elle appelle enfin la police en chuchotant le plus doucement possible pour ne pas être repérée. Les minutes passent lentement, l'homme fait beaucoup de bruit alors que les deux filles continuent de se cacher. Il crie des trucs qui sont incompréhensibles, il casse des objets, il est vraiment incontrôlable. Elodie est en pleurs alors que sa grand-mère la serre contre elle pour qu'elle fasse le moins de bruit possible. À ce moment-là, la terreur règne dans la maison, on est vraiment dans un film d'horreur. Finalement, après une petite dizaine de minutes, la sirène de la police retentit enfin. Et dès qu'il l'entend, l'homme essaie de s'enfuir par la fenêtre, mais c'est très brouillon ce qu'il fait. À l'image de son comportement depuis le début de cette histoire, il fait un peu n'importe quoi et se prend les pieds dans les cartons et tombe. Tout ça, ça fait que la police arrive à temps et parvient à le maîtriser et à procéder à son arrestation. Elodie et sa grand-mère sortent de leur cachette, encore sous le choc. Les policiers leur assurent qu'elles sont maintenant en sécurité, mais c'est assez dur de les convaincre après ce qu'elles viennent de vivre. Et d'ailleurs, ils ajoutent aussi un détail qui est glaçant. L'homme aurait un peu de sang partout sur lui. Et vu qu'il n'est pas blessé, il se pourrait donc qu'il ait commis un crime et qu'il soit venu à la fête du village pour se fondre dans la masse. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Après que la police soit partie, Elodie appelle son grand-père qui arrive quelques minutes plus tard. Depuis ce jour, des barreaux ont été installés aux fenêtres et le portillon est toujours fermé à clé. Alors voilà, c'était l'histoire de cette petite famille qui a vécu un vrai film d'horreur en plein cœur d'un petit village tranquille. Et ce qui est sûr, c'est que Elodie et sa grand-mère se sont depuis énormément rapprochés. Qui parmi vous a passé tous ces étés dans une colonie de vacances? On est sûr que vous êtes nombreux à avoir des moments mémorables en tête et c'est aussi le cas de la jeune Élise qui nous raconte son histoire ce soir. Pour la présenter un peu, Élise est une ado de 14 ans qui se voit proposer une expérience plutôt excitante par ses parents. Il s'agit d'un camp d'été en plein cœur du Valais en Suisse. C'est notre petite tradition mais big up à tous nos amis suisses, vous êtes des oufs. Et en fait, pour mettre un peu de contexte, il faut comprendre que ce n'est pas une colonie de vacances, disons, classique, parce qu'il s'agit plutôt d'une espèce de camp à thème. Et ces 3 thèmes principaux sont assez spécifiques, il s'agit de la géologie, les mathématiques ainsi que l'astronomie. En soi, c'est vraiment parfait pour Élise, parce que elle kiffe tout ce qui est en rapport avec la Terre et ses mystères. Vous l'aurez donc compris, il n'y a pas vraiment de suspense, elle a choisi la géologie. Et son grand frère Thomas, qui est également du voyage, lui est à fond sur les étoiles et l'espace, alors il opte pour l'astronomie. Les deux étant encore un peu trop jeunes pour se déplacer tout seuls, leurs parents décident d'accompagner leurs 2 enfants jusqu'au camp. Pour ça, ils prennent la voiture et entament un long trajet, interminable selon les propres mots de Élise elle-même. Et finalement, après des heures de route, ils arrivent enfin au fameux chalet. Dès leur arrivée, ils sont accueillis par Jean, médecin et directeur intérimaire du camp. Vous l'aurez donc compris, ce n'est pas lui le vrai directeur du camp à la base. Il est simplement là pour remplacer le vrai directeur qui lui est en vacances. Et tout de suite, la première impression, c'est que les parents d'Élise le trouvent étrange. Bon, on vous rassure, il n'est pas forcément flippant, mais il a ce petit truc qui met un peu mal à l'aise. Bon, après tout, il ne faut peut-être pas juger sur les apparences, ça ne fait que 5 minutes à peine, donc ce n'est clairement pas assez pour se faire une idée objective de quelqu'un. Et donc les parents des 2 jeunes se disent que ça doit être eux qui se font des idées et passent à autre chose. Et comment dire, les premiers jours du camp se passent super bien. Jean fait vraiment l'unanimité chez les jeunes, il est apprécié de tous, il raconte des histoires passionnantes, il fait des démonstrations scientifiques qui captivent tout le monde, vraiment il est à fond à 100%. Et Élise de l'autre côté, eh bah c'est la même chose. Elle passe son meilleur séjour, elle apprend plein de choses en s'amusant vraiment, c'est hyper cool, des vacances réussies. Mais c'est dans ce contexte plutôt jovial que des choses étranges commencent à arriver au sein du groupe. Parfois, et ça arrive de plus en plus fréquemment, Élise ne trouve plus des potes qui étaient avec elle la veille. Certains disparaissent littéralement pendant quelques heures, puis réapparaissent tout à coup. Et quand celle-ci leur demande où ils étaient, ils répondent de manière un peu floue, comme s'ils n'avaient pas le droit d'en parler. Bon, c'est très louche, mais la petite fille est vraiment trop jeune pour se poser des questions. Elle continue donc son séjour comme si de rien n'était. Et puis un fameux jour, en pleine vacances, elle est appelée par Jean, donc le directeur remplaçant. Elle ne sait pas pourquoi, il y a un petit frisson qui la parcourt, on est en plein milieu de la journée, et il lui demande de venir le voir dans son bureau. Ellie se pose 1000 questions, elle a un peu peur d'avoir fait quelque chose de mal, et en arrivant dans son bureau, la boule au ventre, eh bien Jean est hyper cool. Il lui demande si tout se passe bien,
lui pose plein de questions par rapport à son séjour. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas pourquoi, mais tout à coup, elle est hyper mal à l'aise. Être seule avec cet adulte dans son bureau ne la rassure absolument pas, alors que son comportement est pourtant tout à fait normal, plutôt jovial même. Bref, il continue de parler jusqu'au moment où il lui propose quelque chose à boire. Bon, à ce moment-là, la jeune fille n'a pas vraiment soif, mais il insiste. Et Elise ne veut pas faire la rebelle et accepte donc, mais au moment où elle s'apprête à boire, un des animateurs débarque dans la salle et demande à voir Jean à cause d'un souci dans le camp dont Elise ne se rappelle même plus. Et c'est cette intervention qui va mettre fin à leur rendez-vous. Elise pose le verre sans même avoir bu et les deux ressortent. Jean s'en va avec l'animateur et la jeune fille se retrouve toute seule après cet entretien plus qu'étrange. Mais bon, même si elle l'a trouvé vraiment bizarre et qu'elle s'est sentie hyper mal à l'aise, elle décide de passer à autre chose et retrouve ses amis dans le camp. Et après ça, quelques jours passent et au milieu de la semaine, c'est le grand moment, le fameux bivouac. Ne faites même pas semblant derrière votre écran, moi-même en entendant le mot bivouac, je n'ai qu'une envie, c'est de faire mes bagages et d'y aller. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous en êtes amateur. Et à ce moment-là, le camp est divisé en deux. Ceux qui vont donc au bivouac et ceux qui restent pour une activité qui se déroule sur place. Jean reste au camp, tandis que les animateurs et quelques enfants, dont Elise, partent bivouaquer. Et encore une fois, c'est dans la joie et la bonne humeur. Tout le monde marche toute la journée, monte leur tente, allume un feu de camp et passe une soirée incroyable sous un ciel rempli d'étoiles. Franchement, c'est une soirée absolument magique. Et après une longue soirée, Elise s'endort littéralement, les étoiles plein les yeux. Le lendemain, après cette superbe soirée, il rentre au chalet, fatigué mais ravi. Sauf que là, surprise, Jean a disparu. À sa place, il y a un type que personne ne connaît, et clairement Elise est intriguée, c'est quand même super bizarre. Ce nouveau gars demande à tout le monde de se réunir dans le réfectoire, et à ce moment-là, sans pouvoir l'expliquer, la jeune fille sent une boule se former dans son estomac. Ce n'est pas du tout normal. Une fois réunis, l'homme commence par se présenter comme le nouveau responsable du camp, et très rapidement, il lâche une bombe. Jean a été arrêté. L'histoire qui se cache derrière cette arrestation fait froid dans le dos, genre vraiment. Premièrement, l'homme s'était fait passer pour un médecin alors qu'il n'en était pas du tout un. Le diplôme qu'il avait fourni était complètement factice, mais ce n'est pas tout. Apparemment, il aurait donné des médicaments hyper puissants à des jeunes enfants pendant tout le séjour. Elise, au vu de son jeune âge, n'a malheureusement pas eu tous les détails sur ce qui s'est passé quand il leur a donné ces médicaments à leur insu, mais aujourd'hui, un peu plus âgée, elle imagine le pire. Et surtout, elle repense à ce fameux moment où il avait voulu absolument qu'elle boive quelque chose, mais qu'elle ne l'a pas fait. Et Elise apprendra plus tard que c'est grâce à ses parents que l'homme a été arrêté. Dès le début, ce mauvais pressentiment ne les avait jamais quittés après avoir parlé avec Jean, alors ils en ont discuté avec leur voisin qui est policier à la retraite. Et ce dernier leur a conseillé de contacter les autorités et leur a dit exactement quoi dire pour être pris au sérieux. Une enquête a donc été lancée et ils ont découvert que Jean avait un casier judiciaire en France pour des affaires similaires. C'est quand même assez dingue, on est d'accord avec vous. Et après ça, l'ambiance au camp change du tout au tout. Le nouveau responsable est super vigilant, les moniteurs redoublent d'attention et les jeunes parlent entre eux avec un certain mélange de méfiance et de soulagement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Elise n'oubliera jamais cette semaine. Elle a certes appris énormément de choses sur la géologie, mais également sur la prudence et l'importance de suivre son instinct. Il y a des gens qu'on aurait préféré ne jamais rencontrer dans sa vie. Eh bien, la personne dont on va vous parler ce soir en fait partie. Tout commence avec David qui vit dans une région vraiment paumée au Tennessee, aux États-Unis. Nous sommes en été en 1992 alors qu'il n'est encore qu'un préado. Mais même si ça date un petit peu, il se souvient de chaque détail de cette histoire comme si c'était hier. Pour poser le décor, il faut bien comprendre que dans ce coin du Tennessee, les gens balancent leurs vieilles affaires et leurs déchets un peu partout. Et ça, c'est en fait parce que le service de ramassage des encombrants est complètement défaillant. Autre petite chose à savoir, malheureusement là-bas, la disparité économique est frappante. Certains vivent dans des résidences luxueuses alors que d'autres qui habitent juste à côté arrivent à peine à finir le mois. La famille de David est quelque part entre les deux, disons qu'ils sont dans la classe moyenne. L'histoire se déroule en août, la chaleur est à crever et l'humidité rend l'air presque irrespirable. D'ailleurs, les locaux ont un petit nom pour ça, ils appellent ça la période de la moiteur. Et alors que tout le monde vit tranquillement son quotidien, c'est là que survient un événement choquant, un meurtre, ce qui est extrêmement rare dans le coin et heureusement d'ailleurs.
Toute la communauté en parle, dans les églises, les salons de beauté, bref, vraiment partout. La victime est une femme d'une trentaine d'années à peu près, très pauvre et qui ne se mélangeait pas vraiment avec les autres. Elle s'était installée dans le coin moins d'1 an plus tôt et vivait très discrètement. Et c'est franchement très triste, mais personne n'avait signalé sa disparition. Juste avant la fin des vacances d'été, son corps est retrouvé au pied d'une pente raide, dans une zone boisée par des randonneurs. Coïncidence un peu horrible d'ailleurs, mais cette route porte un nom sinistre, Bone Road, donc la route des eaux. Et en plus de tout ça, son meurtre est assez glauque et hyper gore. Malheureusement, et on vous prévient, ça fait froid dans le dos, le corps de la jeune femme a été retrouvé sans sa tête. Et le pire, c'est que le meurtrier est toujours en liberté. Bref, malgré toute cette histoire, tout le monde s'efforce de faire comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas le cas de la mère de David. Cette affaire trotte vraiment dans sa tête, à tel point qu'elle a presque envie d'enquêter elle-même. Bref, nous sommes un jour d'août, alors que la famille de David fait un pique-nique familial près d'un lac hyper beau. Alors que tout se déroule pour le mieux, un orage éclate et disperse un petit peu tout le monde. Certains décident de rentrer, mais la mère de David a un autre plan en tête. En fait, ils sont juste à côté du lieu du crime. Et si elle allait sur place pour voir si les policiers n'avaient pas manqué quelque chose? Munie d'une simple carte, elle décide, accompagnée de son jeune fils David, qui nous raconte donc l'histoire ce soir, de se rendre sur le lieu du meurtre. Ils commencent donc à se préparer et après avoir récupéré la carte, ils se mettent en route. En approchant du site, l'atmosphère devient bizarre. La pluie récente rend l'air vraiment lourd et l'ambiance plus que glauque. Le petit duo d'enquêteurs un peu amateurs et improvisés avance prudemment jusqu'à ce qu'ils arrivent à un virage. En tournant, ils aperçoivent une camionnette sale garée près de la décharge. À côté de cette dernière, un homme tout aussi sale se tient à côté, regardant fixement les déchets. C'est là que David ressent une montée de frayeur. Cet homme n'est clairement pas un policier, ça c'est sûr, vu qu'ils connaissent tous les agents locaux. Et lui, ils ne le reconnaissent absolument pas, mais il dégage vraiment quelque chose de flippant. Bon, c'est pas très grave, ils décident quand même de continuer leur chemin pour arriver jusqu'au fameux lieu. Et quand il passe près de lui, David le voit clairement. Il a un sourire vraiment sinistre qui révèle d'ailleurs le fait qu'il n'a que 2 dents. Et vraiment, dans les souvenirs de David, son sourire est tout sauf amical. Bref, lui et David passent à côté de lui et espèrent vraiment de toute leur force qu'il ne soit pas un agresseur et qu'il ne les suive pas. Et heureusement, ça n'arrive pas, il ne bouge pas. Sauf qu'il n'était pas vraiment au courant, mais cette fameuse Bone Road est une impasse. Et donc après avoir regardé ce qu'ils avaient à regarder, les 2 enquêteurs amateurs devront donc faire demi-tour. Autant vous le dire, l'ambiance est tellement glauque qu'il ne reste pas très longtemps sur place. Sa mère regarde rapidement l'endroit où le corps a été retrouvé, franchement c'est déjà hyper glauque de faire ça, je sais pas ce que vous en pensez. Et après ça, elle dit à son fils qu'elle en a assez vu et qu'ils feront maintenant demi-tour. En repartant, il croise la route de cet homme qui est toujours planté là au même endroit, et encore une fois, il a toujours un sourire flippant aux lèvres. Et la tension monte vraiment d'un cran lorsque David croise son regard. Il ne sait pas vraiment pourquoi, mais à ce moment-là, la flip est au maximum. Heureusement, ils arrivent tout de même à tracer leur chemin et à rentrer chez eux sans encombre. Quelques jours plus tard, le petit David est passé à autre chose, même si le sourire de cet homme lui trotte encore dans la tête. Et alors qu'un matin, il mange tranquillement son petit déjeuner, la télé annonce quelque chose de terrifiant. Le meurtrier de la jeune femme a été retrouvé et arrêté. Et en fait, il s'agit du petit ami de la victime qui ensuite est devenu harceleur. Après leur séparation, il a fini par la retrouver, la tuer, puis l'a abandonnée dans la décharge. David reconnaît immédiatement l'homme sur la photo, c'est le même individu effrayant qu'ils avaient croisé. L'homme, surnommé Monsieur Dedans, est condamné pour meurtre et abus de cadavre et passera le reste de sa vie en prison. En voyant sa photo à la télé, David et sa mère sont terrorisés. En fait, ils ont littéralement croisé la route d'un meurtrier horrible qui, donc, était revenu sur la scène du crime. En plus, on vous le rappelle quand même, David et sa mère sont arrivés là intentionnellement, ils ne sont pas arrivés là au hasard. Après ça, sa mère jure de ne plus jamais se lancer dans des aventures aussi stupides. Parce que oui, cette rencontre avec un meurtrier reste encore aujourd'hui gravée dans sa mémoire. Et David aussi se souviendra toujours de cette journée d'été où il a frôlé l'horreur et un meurtrier sans pitié. Bon, on est d'accord, une fois n'est pas coutume, tout ça fait vraiment froid dans le dos. Souvent, dans les films ou les séries, on entend dire que les tueurs aiment revenir sur la scène du crime après l'avoir effectué et effectivement ça a l'air d'être vrai. Heureusement qu'il ne s'en est pas pris à David et à sa mère, surtout quand on sait la nature du crime commis par ce meurtrier. Bref, en tout cas, encore une fois, ça a été un plaisir pour nous de vous raconter ces 3 histoires ce soir. On vous prévient, des vidéos un peu spéciales risquent de débarquer très bientôt, alors pour ne pas les louper, vous savez quoi faire. Et bien sûr, tout en continuant pour le moment avec ce rythme de 3 vidéos par semaine que vous avez l'air d'apprécier. Donc si vous voulez ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est hyper important pour nous, vous le savez. On est également très actifs en ce moment sur les réseaux, alors rejoignez l'aventure si vous voulez encore plus de contenu Kratos et Jostien. Et bah écoutez, je crois que c'est tout pour nous ce soir.
On se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. C'était Kratos et Joe derrière la caméra. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao. Et c'est une fin de tournage. Ou alors tout à l'heure on parle... Parmi vous, il n'y a pas de S à parmi, c'est une erreur qui est souvent faite. J'avoue que je te dis pas toutes les fautes d'orthographe parce que ça arrive à tout le monde d'en faire. Même à moi, quand on écrit un script. C'est cool cette histoire. Elle était cool, j'ai bien aimé. J'étais un peu à fond dedans, j'étais vraiment en mode qu'est-ce qu'il va faire ce bâtard là. C'est quand même bizarre, on va faire ça, non? Un peu chelou quand même. Enfin, en gros, il y a eu un gros meurtre à côté de chez eux. Ouais, c'est ça, et du coup, ils vont vraiment sur le lieu du crime. C'est bizarre quand même.